Merci d'être là, pour cette super présentation. Je suis Gilles Neppel, donc le gérant de la société Almedia, et aussi, avant tout, Serious Game Designer. Donc par Serious Game Designer, en fait, c'est un terme un peu barbare. Déjà, le mot Game Designer, donc c'est concepteur de mécanismes de jeu, donc c'est tout ce qui concerne le fait de créer les mécanismes de jeu, tout ce qui est par exemple le fait de contrôler le personnage, ce que va vivre le personnage, aussi le scénario de jeu, bien sûr, l'univers de jeu. Donc c'est le game designer qui le réalise, donc mon poste, et serious game designer, eh bien c'est simplement dans le domaine des serious games. Alors bon, terme comme dit un peu composite. Et donc dans la société Almedia, nous sommes spécialisés dans la réalisation de serious games, justement. Donc serious games notamment en 2D, si on peut préciser un peu plus de ce côté-là, plutôt en 2D qu'en 3D. Et dans le domaine principalement, mais pas que, de l'apprentissage des langues, comme vous pourrez le voir pour ce que je vous présente. Dans la présentation d'aujourd'hui, le Serious Game, quelle méthode pour le concevoir et pour quels résultats? Alors, ça va prendre plutôt la forme, si on peut dire, d'une présentation des différents types de Serious Game, mais on va quand même voir comment réaliser ces différents types, et surtout, quels sont les clients derrière, quels sont les types de clients, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait, avec chaque type de Serious Game. On va aussi pouvoir un peu, alors on va essayer de jouer un peu en live, je vous présente un peu les Serious Game, il y en a certains qui jouent très rapidement, d'autres qui sont un peu plus longs, on va voir ça. Alors, par rapport au serious game, donc pour l'histoire et pour la définition, le serious game, donc c'est simplement le fait d'utiliser des ressorts en fait ludiques, donc les techniques du jeu vidéo, les mécanismes de jeu vidéo, avec une intention sérieuse. Alors à travers plutôt les mots intention sérieuse, on trouve par exemple tout ce qui est bien le fait de vouloir faire apprendre quelque chose, donc pour la formation, la pédagogie, ou alors une intention sérieuse qui est plus de type communicatif, donc faire passer un message, vraiment transmettre un message, ça peut être un message commercial dans le cas par exemple d'une publicité, ça peut aussi être un message de sensibilisation, donc vraiment le fait de vouloir par exemple faire sensibiliser quelqu'un à une cause, ça peut être une cause par exemple de développement durable, ou alors le fait de sensibiliser donc du coup à la sauvegarde des animaux, quelque chose comme ça, donc vraiment une cause générale, le serious game peut effectivement servir à ça. Donc là, cette image, pourquoi cette image? C'est par rapport au premier serious game, si on peut dire alors le serious game existe depuis longtemps, bien avant, si on peut dire le fait déjà de l'utiliser dans les termes de jeux vidéo. Donc cette image montre un jeu de cartes, en fait, c'est pas un des premiers serious games, un des premiers serious games emblématiques qui a été, si on peut dire, reconnu dans le temps. C'était un jeu de cartes, en fait, qui était utilisé par le dauphin en fait, du roi de France pour pouvoir reconnaître les différentes personnalités importantes du monde. Le dauphin jouait avec ce jeu de cartes justement qui comprenait des figures réelles. Donc sur les différentes figurines de jeu de cartes. Alors c'est pas directement ce jeu de cartes là, c'est un dessin pour pouvoir illustrer. Celui-là évidemment il est un peu en papier glacé, il est un peu moderne. Mais c'est le principe effectivement d'utiliser quand même le jeu avec une intention sérieuse. Donc l'efficience du cercle. Alors nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, on va essayer un peu de faire ce qui est vraiment en fait de cartographier un peu, comme une carte du ciel, les serious games, de voir un peu où est-ce qu'on peut les placer, donc les différentes nébules de serious games. Alors, quand on prononce le mot justement jeu serious game, la première chose à laquelle on pense, en général, c'est tout ce qui est l'aspect pédagogique. Donc le fait vraiment de faire apprendre quelque chose, de vouloir transmettre cela. Donc là, on a un premier exemple qui est d'un exemple qui a été fait par la société Almedia, les Éonautes, qui a été un serious game pour l'apprentissage du français langue étrangère. Donc dans ce jeu-là, si on peut dire le but avant tout a été de créer un jeu autour du contenu pédagogique, c'est-à-dire le cadre européen des langues, donc un certain niveau du français langue étrangère à valider. Et à partir de ces notions-là, nous avons créé des situations de jeu. Par exemple, le fait que le joueur doit se présenter, qui est donc une notion qu'il doit apprendre pour pouvoir valider le cadre européen, pour pouvoir valider effectivement les notions du cadre européen des langues. Le fait de se présenter, nous avons réfléchi, nous, par rapport à cette notion-là, comment la mettre en scène, comment la transmettre aux joueurs, comment la faire vivre aux joueurs justement pour que celui-ci puisse apprendre quelque chose en jouant un objet. Donc là, vous avez une situation de l'époque médiévale. Vous
Donc bien sûr c'est un peu plus romancé que dans le jeu, on va voir un petit exemple après. Le joueur devient chevalier directement, il est anobli. On a la foule du château ici qui est au rat, et un garde, donc on ne le voit pas du tout. Il dit juste moi je dois garder le château. On va rapidement voir un exemple des Éonautes en live. J'espère qu'il va bien fonctionner. Voilà. Donc, dans les Éonautes, vous incarnez donc un des étudiants. Voilà. Vous incarnez donc un étudiant d'une université du futur, donc représenté en haut à gauche, qui voyage à différentes époques du passé, donc des époques que nous avons sélectionnées dans le processus justement de création du jeu vidéo, des époques significatives de la culture française. Donc vous allez par exemple voyager chez les Gaulois, à l'époque médiévale, à l'époque de la construction de la Tour Eiffel, dans le but en fait de reconstituer des périodes du passé afin que le futur, si on peut dire, ne se rentre dans l'ordre. Les éléments en fait ont été perdus dans ces différentes époques du passé, et c'est donc aux joueurs, en incarnant un étudiant du futur, de retrouver le savoir qui a été perdu. Donc le jeu se déroule en fait en 2D isométrique, comme vous pouvez le voir. Vous baladez à droite et à gauche. Vous pouvez directement cliquer sur certains éléments pour pouvoir voir comment ils sont occupés. Je vais juste lancer donc une première mission, puisque actuellement nous sommes dans l'université du futur, qui est un peu le menu, si on peut dire, du jeu principal. Je vais donc lancer la première mission, et on va voir comment le jeu fonctionne. Donc le jeu étant pour l'apprentissage du français en langue étrangère, il se base beaucoup sur les dialogues et sur la réponse des dialogues. Donc de ce côté-là, on peut donc sélectionner notre réponse pour chaque élément de dialogue qui nous a été transmis. Et il y a différents types de réponses sont possibles. Là, c'est une réponse qui est de type fermé, et des réponses qui sont ouvertes. Le joueur peut répondre à ce qu'il veut. Le jeu étant pour l'apprentissage du français en langue étrangère, toutes les voix ont été locutées. Donc à chaque fois, le joueur peut réécouter la voix et la phrase. Donc on va rapidement avancer pour lancer la mission. Dans le principe de jeu, le joueur retourne dans le passé pour pouvoir récupérer un objet qui a été oublié de la mémoire du futur. C'est pourquoi le joueur reçoit beaucoup de choses au début, en l'occurrence des francs encore, puisqu'on va en 1900. Et donc, c'est donc ces différents objets qu'on va échanger pour obtenir l'objet final, donc l'objectif de mission du joueur. Voilà, donc le jeu se déroule en lui-même toujours dans une perspective de 2D isométrique. Et en fait, chaque élément de jeu est directement cliquable et élocuté. Donc notre but avec ce jeu a vraiment été de faire à ce que tous les éléments en fait soient cliquables, puissent être vraiment présentés sous la manière d'un dictionnaire visuel comme cela, et puissent être directement entendus, si on peut dire, locutés. Là, le son est un peu bas, mais normalement on entend l'entrée de l'exposition. Voilà donc pour la présentation des Éonautes. Donc pour ce jeu-là, on s'est vraiment basé avant tout sur le contenu pédagogique avant tout. On a choisi de designer autour du contenu pédagogique, le cadre européen des langues. Et donc parti de ça, et on a créé les scénarios par la suite. Donc ce qui a mené en fait à un jeu, pour nous on a souhaité vraiment faire quelque chose de très très graphique, une représentation graphique, mais ça a mené à un jeu, comme vous avez pu rapidement le voir, qui est assez séquencé, puisque automatiquement il se base beaucoup sur des phrases, le scénario en lui-même de jeu est écrit beaucoup sous la forme de phrases, plutôt sous la forme de déroulement. Donc si on peut dire, l'avantage du jeu c'est effectivement pour nous, c'est qu'il est très visuel. Un des avantages c'est qu'il est assez séquencé automatiquement. Le fait de se baser avant tout sur le contenu pédagogique, ce qu'on doit apprendre, fait à ce qu'on s'est effectivement plus éloigné de la voie ludique vraiment, qui permet directement au joueur de jouer, mais effectivement parce que ce soit plus phasé vraiment, phrase après phrase, on valide un objectif après l'autre. Voilà. Donc voilà pour les Éonautes, qui est un exemple donc, de Serious Game pour la pédagogie. Je baisse un peu la musique. Voilà.
ordi au PowerPoint. Donc du coup, dans les serious games, on ne retrouve pas que de la pédagogie. On a aussi différents genres, dont notamment un genre qui a été évoqué donc auparavant, par M. Reiss, c'est celui de la simulation. Donc là, on retrouve effectivement un jeu qui est basé sur la technologie, donc il me semble que c'est celle de Second Life, je crois à la base, bien qu'elle ait été un peu boostée. C'est le jeu Pulse, donc PULSE plutôt, donc sorti aux États-Unis, développé par le studio Breakaway Ltd. Donc ce jeu-là, en fait, avait pour but plutôt que juste de décider en fait, de faire de la pédagogie, il avait pour but vraiment de mettre le joueur à l'intérieur des personnes, des différents personnels qui composent un hôpital. Donc là, en l'occurrence, on voit par exemple une salle. On a directement ici le statut du patient lui-même, et c'est au joueur justement eh bien, de choisir ce qu'il a à faire en tant que justement l'un des infirmiers. Vraiment pour la simulation, le but, contrairement à la pédagogie où effectivement on invente, si on peut dire, un scénario pour enseigner, la simulation met à la place. Donc on essaye de recréer, si on peut dire, quelque chose autour du joueur pour vraiment l'immerger à l'intérieur d'un personnage. Donc un deuxième type, la simulation. De ce côté-là, vraiment le but est de donner des responsabilités au joueur, de créer une situation autour de lui qui se rapproche d'une situation réaliste. Enfin, bon, alors là, c'était une image, je n'ai pas directement pris l'image de Nintendo. Donc, un troisième type, en fait, c'est l'entraînement. Donc, les serious games d'entraînement, en fait, vous avez probablement entendu parler à une époque. Il y avait donc la fameuse vague en 2007 de jeux sur Nintendo DS à travers le professeur Kawashima, donc, qui était un premier exemple. Donc, c'était toute cette vague, un peu des jeux qui ont entraîné le cerveau. Pourquoi un chat sur cette photo? En fait, c'est parce que eh bien, ce chat est en train de jouer à Wii Fit, justement, qui est un autre exemple d'exergame, donc de jeu d'entraînement, si on peut dire, qui vous permet de vous entraîner. Donc évidemment, Nintendo avait fait une première fois le coup avec les jeux de type entraînement cognitif. Alors si vous avez un peu effectivement été victime de publicité à l'époque, ils en ont fait donc un peu à toutes les sauces, entraînement cognitif, entraînement des yeux, entraînement de tout ce que vous voulez. Donc du coup, c'était vraiment un peu le côté entraînement cérébral à l'époque. Après, ils ont fait le coup du côté plus sportif avec la Wii, et notamment la Wii Balance Board. Mais à cette époque-là, si on peut dire, Nintendo sortait justement, c'est ce qui plaisait un peu moins aux gamers, sortait un peu du jeu vidéo vraiment ludique pour proposer quelque chose qui se rapprochait plus du serious game, et justement utiliser donc les périphériques comme la Wii Balance Board avec l'entraînement pour pouvoir proposer de nouvelles choses aux joueurs. Enfin, à des nouveaux joueurs, puisque les joueurs traditionnels, eux, et souvent assez mécontent par ces productions qui s'éloignaient un peu vraiment de la voie du divertissement. Donc un troisième truc de serious game, les serious games d'entraînement. Voilà donc un peu les trois premiers qu'on a déjà vus. Donc la pédagogie, le serious game vraiment qui effectivement enseigne quelque chose et crée un univers en fait autour de cette pédagogie. La simulation, le but est vraiment de vous mettre à la place d'un rôle comme ça, de vous donner un rôle en fait directement pour faire apprendre, vous mettre à la place infirmier, et l'entraînement, donc le fait de s'exercer directement à des mouvements, à des pratiques, dans le but effectivement eh bien, de distiller ces bonnes pratiques. Donc on a ces trois types de serious games là qui présentent un peu les serious games pour la formation en fait, pour la pédagogie dans son ensemble, vraiment pour la formation. Il y a d'autres styles de serious games, notamment alors si vous avez peut-être déjà entendu le nom, un jeu assez connu, America's Army. C'est un serious game qui date désormais maintenant de 2002, qui est déjà à sa troisième version, donc maintenant 2013, il y a 11 ans. De ce côté-là, ce jeu-là, en fait, fusionne différents aspects. Il est effectivement pédagogique, il a pour but pas juste de permettre aux joueurs d'avoir un jeu vidéo, il a pour but de former à des manœuvres tactiques militaires, simulation, c'est simulation aussi, l'entraînement, bon, il n'y a pas directement d'entraînement comme dans Wii Fit, dans le professeur Kawashima, mais il y a quand même de l'idée, effectivement. Mais avant tout, ce jeu-là, America's Army, en fait, n'est pas sorti pour les besoins en tant que formation, il est avant tout sorti plutôt pour les besoins de publicité. Le jeu, avant tout, est un jeu publicitaire pour l'armée américaine, pour effectivement permettre à l'armée américaine de recruter des nouvelles personnes. C'est pourquoi, en fait, même s'il peut appartenir à d'autres éléments un peu de cette constellation des serious games, si on peut dire, il se range avant tout dans la publicité, puisque c'est l'intention principale en fait, du développeur qui est derrière.
Donc la publicité, alors on peut avoir d'autres éléments, c'est ce qu'on appelle dans le domaine des serious games les advergames, donc contraction d'advertising et game. On a d'autres éléments, là vous avez donc un exemple qui s'appelle Je veux les lunettes de Karl, donc un exemple français. Alors le jeu a été développé par le studio Doki Doki, enfin Toki Doki plutôt, à l'inverse, avec donc la marque Karl Lagerfeld et Optique 2000. Le but était justement pour Optique 2000 eh bien, de marquer le coup pour la sortie de leur nouvelle collection qui se basait sur les fameuses lunettes de Karl Lagerfeld. Le jeu en lui-même, qui est malheureusement plus disponible, je l'ai vu avant, ils l'ont retiré il n'y a pas longtemps, permettait justement aux joueurs d'essayer de shipper en 3D les lunettes de Karl Lagerfeld pour essayer de voir enfin le personnage sans ses lunettes. Donc là, on a un exemple d'advergame, de jeu publicitaire, qui mélange une personnalité célèbre pour pouvoir avoir de l'attrait, vraiment, mettre en avant la marque, et une marque en elle-même directement, qui a un produit. Donc par rapport à ce jeu-là, ce qui était vraiment intéressant, c'était ce mélange, en fait, quelque chose qui associait non pas juste une marque qui était mise en avant, mais aussi un personnage célèbre. Donc c'est dommage, je ne peux pas vous le montrer directement, malheureusement terminé maintenant. Je peux par contre vous montrer rapidement un autre jeu, donc, qui a été aussi développé par Almedia, qui est aussi un jeu publicitaire événementiel. Alors il a été développé en 2012. Ça s'appelle Merlin, comme le personnage de Merlin l'Enchanteur. C'est un jeu en fait qui est sorti dans le cadre de la présentation de la pièce Merlin qui a été donnée au TNS, donc le Théâtre National de Strasbourg, en mai 2012. Donc ce jeu-là avait pour but d'offrir au TNS un nouveau moyen de communication, donc à travers le serious game, l'advergame si on peut dire, mais aussi avait une vocation pédagogique en même temps. Il était advergame avant tout, puisque le but était d'accompagner l'événement, mais il y avait de la pédagogie, notamment à travers les différents personnages que vous pouvez rencontrer dans le jeu, donc dans ce jeu vidéo. Donc la pièce en elle-même étant donnée juste pendant un mois, le jeu vidéo permet de faire vivre la pièce plus longtemps en fait que sa durée de représentation. Le jeu en lui-même, dans son aspect pédagogique, en fait, m'a été présenté la manière de fonctionner de la pièce, donc la scène en elle-même en fait fonctionnait un peu comme un livre pop-up. Vous aviez la scène qui se créait devant vous, comme vous avez pu voir l'arbre qui montait directement face aux joueurs, et permet aussi de présenter les différents personnages, dont notamment celui de Merlin. Il y a plus de 70 personnages différents dans la pièce, ce qui est souvent difficile puisqu'il y a les pères de tel ou tel personnage, les fils de tel ou tel père d'autres personnages, comme ça, qui portent en plus des noms assez similaires. Le jeu permet de un peu présenter ça avec un guide ludique, enfin, je peux dire une espèce de carnet de notes du joueur. Et le jeu permet donc aussi de présenter le personnage de Merlin, qui est un personnage quand même assez atypique, puisqu'il commence en étant vieillard, comme vous pouvez le voir là, et termine le jeu en étant un enfant. Donc, du coup, tout ce jeu-là, en fait, en plus d'être événementiel, permet de sensibiliser en fait les joueurs directement à l'univers de la pièce. Donc, par rapport au mécanisme de jeu, on est sur une mécanique de jeu qui est assez similaire à celle des zoonautes. Vous remarquez qu'il y a pas mal de similitudes, par exemple par rapport aux cyclones. Donc, on parle aux différents personnages, ceux-ci vous répondent directement. Et donc, on avance directement dans le jeu à travers le fait de vivre les dialogues, par exemple, pouvoir directement découvrir l'environnement, découvrir ce qui se passe au personnage. On a fait un choix de gameplay, de mécanique de jeu assez simple par rapport au fait qu'avec notamment le serious game pour le théâtre, on s'adresse vraiment à tout le monde. On ne peut donc pas se permettre d'avoir une mécanique de jeu très compliquée sous peine de perdre effectivement nos différents joueurs. Donc là, vraiment, une mécanique de jeu très simple. On présente les différents personnages dès qu'on les rencontre, donc lien de parenté, interprété par, et bien sûr un petit texte de présentation. Donc voilà l'exemple d'un jeu qui ressemble par exemple beaucoup justement à un jeu pédagogique comme les Zéonautes, mais a une finalité différente, et donc un advergame, puisqu'il accompagne un événement. Bien. Alors, dans le genre aussi pas directement des advergames, mais des jeux qui, on peut dire, se basent sur la communication, on a le genre de newsgame, alors newsgame qui peuvent se traduire par jeu sur l'actualité en français, donc qui eux ont pour but d'accompagner l'événement, mais plutôt l'événement qui est directement lié à l'actualité, qui n'est pas un événement à vocation publicitaire.
Donc là, en l'occurrence, on a un exemple qui a été demandé par le New York Times. Donc c'est Who's Hurt by the Fiscal Impasse, Unicide, qui donc permet aux joueurs de, en fait, directement d'expérimenter eh bien, les manières d'appliquer les taxes donc, aux États-Unis, l'ajustement fiscal, si on peut dire, donc en 2012. Donc le jeu prend le pari de mettre, si on peut dire, le joueur aux commandes directes de certaines mesures. Donc là, par exemple, le meilleur soit de le montrer directement en live. Voilà. Voilà. Donc le jeu en lui-même prend vraiment un parti complètement différent des précédents jeux que j'ai montrés, puisqu'il ne vous permet pas directement d'incarner un personnage. Il est plutôt lié à l'expérimentation. Dans ce jeu-là, donc, vous avez, si on peut dire, différents smileys qui représentent eh bien, les tranches de la population. Donc c'est les différentes tranches, par exemple, les 1% les plus riches, les 20% les plus riches, les middle 20%, donc la classe moyenne à 20%, et les bottom 20%, donc les 20% les plus défavorisés. Différents courants politiques, démocrates, républicains et les groupes d'intérêt, donc l'armée. Et puis après, les projections pour 2012, les impacts économiques et puis le changement dans la dette. Et en fait, tous ces smileys-là symbolisent, si on peut dire, le résultat de votre action en sélectionnant différentes mesures. Donc les mesures ont volontairement été assez simplifiées. Par exemple, donc, ici, nous avons gardé donc, les taux d'imposition pour les revenus qui ont été au-dessus de 150 000 $, donc garder les taux d'imposition qui datent de l'époque de Bush, puisque pour ce Serious Game, nous sommes en 2012. Et du coup, si par exemple on clique ici, eh bien, on voit directement la conséquence un peu justement de l'application de cette décision sur les différents pans de la population. Donc là, on peut voir que par exemple, eh bien, le top 1%, bien sûr, si on garde la position de 130 000, le top 1%, au lieu d'être un peu moins mécontent, le top 20% un peu moins aussi, donc voilà, les républicains, ils ont un mot à dire visiblement. Donc du coup, en fait, c'est aux joueurs eh bien, d'appliquer, d'essayer de créer un peu son propre mix, d'expérimenter et de voir justement quel est l'effet sur les différentes franges de la population et les différents groupes politiques. Alors le jeu vous permet d'expérimenter et bien sûr après vous propose eh bien, directement de voir quel est l'effet de la politique actuelle. Donc le but est vraiment de sensibiliser avec ce jeu-là à l'effet de la politique actuelle et surtout notamment eh bien, de comprendre un peu les mécanismes de déficit, pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de toutes ces choses-là. Donc le jeu en lui-même est vraiment simple, si on peut dire. Il a plutôt choisi de faire un pari vraiment très, très basique et de ne pas permettre aux joueurs vraiment de découvrir directement un univers de jeu, plutôt vraiment se focaliser sur les décisions et leurs conséquences sur les différents groupes de la population. On a un équivalent en France qui est sorti il y a très très peu de temps, qui s'appelle l'Atelier des finances publiques. Par contre, ce jeu-là, autant par exemple le jeu que je vous ai présenté était un news game, donc un jeu événementiel, donc associé à un journal qui permettait si on peut dire au journal, un peu d'offrir une nouvelle manière de découvrir l'information. Autant pour celui-ci, par contre, donc, le ministère a choisi vraiment de faire quelque chose qui était plus sous la forme d'une simulation. Donc de ce côté-là, on voit avec ce serious game-là, on a beaucoup plus quelque chose qui s'approche en fait d'une simulation, presque un tableur en fait, où on peut directement ajuster certains paramètres, donc par exemple le taux de TVA, on peut l'augmenter, voilà. On voit directement en live qu'est-ce que nous permet de gagner chaque ajustement. Donc, par exemple, si on ajuste à 20%, on voit que ça fait gagner 2,6 milliards $, enfin 2,6 milliards d'euros. Et directement d'autres ajustements. Alors le jeu en lui-même est quand même beaucoup plus compliqué que son homologue américain. On a moins cette représentation par smiley. Néanmoins, il permet aussi donc beaucoup plus d'expérimenter sur des facteurs, par exemple des facteurs qui sont souvent qui apparaissent dans l'information, le taux de remplacement des fonctionnaires de l'État. Donc si par exemple on diminue, bien évidemment, ça permet de gagner milliards $, mais moins donc de fonctionnaires qui sont remplacés. Donc, différents facteurs aussi, les dépenses de santé, les dépenses de retraite sur lesquelles vous pouvez agir. Donc là, on a un serious game qui est lié aussi à l'événement, bien sûr, mais qui penche plus du côté de la simulation avec celui-là.
puisqu'on retrouve moins ce côté événementiel, on se focalise moins juste sur le fait de raconter quelque chose. On est plus vraiment, dans la simulation, on a beaucoup plus de facteurs, hein. C'est beaucoup moins visible l'impact qu'on a. Alors, voilà donc Serious Game sur l'actualité. Alors dans les types de Serious Game pour la communication, on en a encore un dernier, c'est les Serious Games de sensibilisation. Alors Serious Games de sensibilisation, comme j'en ai rapidement parlé avant, c'est des Serious Games qui sont vraiment pour pouvoir, qui ont pour but de sensibiliser à un point donné, par exemple le développement durable. Ça peut être aussi sur d'autres choses. Donc là, par exemple, vous avez un jeu qui s'appelle Ce soir il conclut. Donc détrompez-vous, le jeu n'est pas simplement une bête simulation, si on peut dire, de jeunes adolescents. Le but est de sensibiliser justement les adolescents à la consommation d'alcool. Et le studio, donc Interaction Healthcare, qui a donc choisi de développer ce jeu-là en 2010, a choisi plutôt de présenter le jeu avec un objectif différent. Le but de l'étudiant, celui que vous incarnez, est de conclure. Et pour cela, en fait, il y a différents moyens. Il y a donc un péchomètre qui nous permet directement de voir quelles sont ses chances de conclure d'une manière graduée. Et de l'autre côté, un tisomètre qui mesure donc sa consommation d'alcool. Bien sûr, quand on augmente le tisomètre, on peut plus facilement faire augmenter le péchomètre. Mais c'est aux joueurs de trouver le bon équilibre, si on peut dire. Et bien sûr, de ne pas risquer sa vie bêtement pour pouvoir arriver à la bonne situation finale. Donc pour le joueur, en fait, c'est un jeu qui est assez dur. Alors si jamais vous y jouez, on peut essayer de le faire fonctionner en live. Voilà. Donc c'est un jeu qui se base sur des séquences animées, qui mélangent des séquences donc, de type vidéo, voilà, où vous voyez votre personnage, donc il y a le personnage à la lunette à droite, et vous validez certains choix. Si on peut dire, c'est-à-dire ça va être le mentor du joueur dans le jeu. Alors, le ton volontairement effectivement dans le but de sensibiliser plutôt d'être destiné aux jeunes. Donc le jeu effectivement est vraiment pour cette cible-là. Le public clairement, l'idée c'est les jeunes. Dans la phase de jeu en fait, donc là on est directement en phase de jeu qui est toujours sous un format vidéo et vous pouvez directement sélectionner ce que vous allez faire. Voilà, vous avez le tisomètre à 0, le péchomètre assez bas aussi. Et donc du coup vous pouvez par exemple écouter et donc ça aura différentes actions. Alors le jeu est vraiment très intéressant lui-même par son utilisation de la vidéo, des acteurs, de représenter le joueur. Par contre, s'il y a un reproche à faire à ce jeu-là, c'est le fait que les actions sont souvent décorrélées, c'est-à-dire que parfois, d'un coup, vous cliquez juste à aller écouter ce que telle ou telle personne dit, et bim, d'un coup, vous buvez un verre. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Vous avez juste choisi de base d'écouter ce que dit la personne, et votre tisomètre augmente. Le jeu en lui-même est très très dur, puisque en plus de ces sections qui permettent aux joueurs un peu d'avoir le choix, à côté de ça, vous avez des phases de jeu qui sont très 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 difficiles. Quoi. Donc si jamais vous jouez à ce jeu-là et vous êtes dans l'objectif de pouvoir faire monter le péchomètre à 100%, personnellement moi j'ai joué 2-3 fois, j'ai jamais réussi. Hein. Donc prenez-vous de patience, hein, c'est assez difficile. Voilà, donc souvent effectivement on retrouve ce côté, voilà les choix. Je sais pas. Quelqu'un a une montre particulière. Émouvoir, émerveiller. Tenter une blague. Tenter une blague. Tenter une blague.
c'est vraiment le but de ce jeu-là, c'est effectivement, alors au bout d'un moment, en fait, les techniques un peu normales ne suffiront pas. Il faudrait effectivement aller du côté du tisomètre, mais le but du jeu, je pense, c'est toujours vraiment de maintenir ça assez bas. Parce que sinon, au bout d'un moment, le personnage part complètement, voilà, enfin, il ne se maîtrise plus du tout, et vous n'avez plus de choix de réponse directement. Donc, vos réponses ne vous appartiennent plus, si malheureusement vous faites passer le tisomètre un peu trop loin. Donc voilà un serious game vraiment pour la sensibilisation, un peu en dehors des sentiers battus, hein, puisqu'on s'adresse clairement aux jeunes. Et effectivement, bon, le ton clairement adopté, personnellement, moi j'ai trouvé que c'est vraiment un serious game qui répondait effectivement à la problématique de la sensibilisation à la vidéo. Il a d'ailleurs été primé, il me semble, au festival seriousgame.be, donc, qui est un festival de serious game en Belgique, pour l'année 2010. Alors, donc voilà pour l'exemple pour la sensibilisation. Alors donc on a un peu dressé une petite cartographie des serious games rapides. Donc des premiers pour la formation, pédagogie, la simulation, l'entraînement. Et les autres, donc sensibilisation, l'actualité et la publicité. Donc ces deux-là forment un peu l'ensemble des serious games de nos jours. Par rapport vraiment aux manières de les créer, ce qui est assez important, c'est vraiment de savoir effectivement, de délimiter clairement l'intention sérieuse de chacun. Genre pour les serious games de formation, on va avoir un contenu pédagogique, donc vraiment une grille. Par exemple pour le cadre des zéonautes, on a vu que c'était le cadre européen des langues, sur lequel on va se baser pour pouvoir créer le serious game. Pour les serious games de type communication, on a plutôt un message en fait à transmettre. Donc de ce côté-là, ça va être par exemple pour la publicité Je veux lunettes de Karl, le message simplement, et c'est la nouvelle connexion de lunettes en fait optique de nuit, donc en session avec Karl. Pour la sensibilisation, c'est plutôt simplement on le fait, on veut parler, voilà, regardez, c'est très bien, faire monter le péchomètre sans teaser à tout bas. Donc il y a vraiment un message effectivement pour chacun de ces types de jeux. Pour l'actualité, donc on a vu l'exemple des ajustements fiscaux. Là, bien sûr, c'est regarder quand même le gouvernement, les différentes décisions donc, du gouvernement sont quand même raisonnées. Voilà quel était le but justement de ce deuxième. Enfin, c'était effectivement le but premier. Donc voilà les deux types de serious game. Et donc ben, on arrive déjà à la fin de cette présentation. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Comment vous êtes devenu game designer? Alors, game designer, donc du coup, c'est-à-dire sans la partie sérieuse justement. Alors moi, j'ai commencé avec des études en fait en programmation avant tout, le côté technique, hein, vraiment tout ce qui était le code. J'ai fait l'UIT informatique donc à Utkirch, 2004, et après je suis parti en fait en Angleterre pour faire directement un Bachelor of Arts en fait en game design. Donc qui m'a spécialisé effectivement au métier vraiment de la conception de jeux vidéo, scénarisation, level design aussi c'est souvent assez important, donc création de l'univers de jeu, enfin vraiment du niveau en lui-même, hein, des stages. Et effectivement à partir de là, et bien après avec mes différents associés, on a créé la société Almedia. Donc après quand je suis revenu bien sûr d'Angleterre. Bien, d'autres questions par rapport au jeu, les amis? Ok. D'accord. Quels sont les jeux de votre société en fait? Ah, les jeux de société. Alors c'est vrai que j'ai plutôt orienté en fait différents exemples de jeux. Pour la société Almedia, on a développé donc les zéonautes que vous avez pu voir en exemple de jeu vidéo pour la pédagogie et Merlin donc que vous avez pu voir en exemple de jeu pour la publicité avec le théâtre. On a développé aussi d'autres jeux, on est en train de développer d'autres jeux aussi actuellement. Je vais rapidement basculer sur le site web pour pouvoir vous montrer cela. Donc ce que je vous ai présenté, c'était beaucoup des serious games qui effectivement utilisent notre moteur de jeu interne en 2 dimensions, hein, donc en flash. Donc les zéonautes que je vous ai présentés, Vivre l'Europe en Alsace, c'est un serious game donc, qui utilise effectivement ce moteur-là, mais dans un cadre complètement différent, puisque c'est pour la promotion en fait du tourisme en Alsace européenne. Donc le but est de faire découvrir vraiment qu'est-ce qui fait l'Europe en Alsace. Parce que souvent l'Europe, on se dit c'est le Parlement européen, c'est les institutions qui sont ouvertes une fois l'an. C'est donc assez dommage pour le tourisme européen qui vraiment a un problème de représentation en Alsace.
Avec ce Serious Game là, on va développer donc avec l'agence de développement touristique donc, du Bas-Rhin. Notre but est vraiment de présenter l'Europe géographiquement, administrativement bien sûr, le Parlement européen, mais aussi géographiquement donc, et topographiquement, donc vraiment tout ce qu'on peut voir de l'Europe. Ça passe notamment à travers l'histoire de l'Europe qui s'est construite bien sûr en grande partie en Alsace. Donc par exemple le fait que la guerre de 1870 en Alsace donc, du Nord qui a permis, si on peut dire, enfin de ce côté-là, donc à l'Allemagne à l'époque d'être une Allemagne unifiée, qui est après menée par la suite, bien sûr, à travers 1914-1918, à peu la création de l'Europe, malgré toutes les pérégrinations qu'il y a eu entre-temps. Donc voilà pour vivre l'Europe en Alsace, le thème, si on peut dire, de ce Serious Game-là, qui est donc un advergame, un jeu publicitaire pour l'Alsace, et donc l'Alsace européenne. Le projet Éveil 3D, donc c'est un jeu sérieux en 3D immersive pour l'apprentissage des langues allemandes et des langues françaises, qui prend place donc, durant la construction de la cathédrale de Strasbourg. Pour ce jeu-là, en fait, nous sommes associés avec 14 partenaires différents, donc autant des partenaires techniques donc pour la création en fait, d'un moteur de jeu et directement d'un dispositif technique hautement immersif, donc qui mélange la reconnaissance de la parole, la vision 3D aussi et les reconnaissances donc directement des gestes du joueur. On a mélangé ces différentes technologies avec nos partenaires techniques et en fait nous avons aussi travaillé avec des partenaires didactiques qui eux notamment nous ont permis de formaliser le scénario de jeu, les apports didactiques. Donc tout cela dans le but de créer en fait un module, un serious game, utilisant donc les technologies que j'ai présentées avant, pour pouvoir valider un niveau de la langue française donc des collégiens donc à destination des 4e et 3e de la vallée du Rhin. Donc c'est un serious game pour l'apprentissage des langues qui prend place durant la construction de la cathédrale de Strasbourg et qui est destiné donc aux collégiens de la vallée du Rhin. Merlin, donc vous avez déjà une présentation avant, c'est-à-dire un jeu vidéo événementiel consacré donc, à la pièce de théâtre Merlin, donnée par les TNS. Et donc le projet TELEB, donc, qui est une plateforme en fait, de jeux éducatifs en ligne massivement multiparticipants, donc multijoueurs. Ça se base donc, sur le mécanisme des MMORPG, donc les univers persistants en ligne permettant aux joueurs de se connecter et donc, de réaliser des quêtes ensemble. Donc TELEB est un projet effectivement toujours pour l'apprentissage de la langue française, qui permet à des joueurs directement de se connecter à un monde de jeu et de pouvoir réaliser des missions, discuter entre eux. Il est actuellement à l'état de prototype, donc il n'est pas encore entièrement développé. Et iGames en fait est un portail de jeux vidéo, un peu moins dans les jeux sérieux avec ça, donc des jeux vidéo gratuits jouables sur internet, sur lequel en fait il y a directement une interaction avec le public, puisque c'est le public qui choisit quel va être le prochain jeu qui va être réalisé. Donc voilà les différents produits de la société à Lille. Donc, oui. Est-ce que vous n'avez pas peur que Serious Gaming fasse croire au grand public que le reste du gaming n'est pas sérieux et donc pas intéressant, pas intelligent et tout ce qu'on peut s'imaginer? Ou alors que le Serious Gaming en fait fasse croire au grand public que ce ne soit pas sérieux? Non, que le Serious Gaming fasse croire que tout le reste du jeu vidéo qui ne rentre pas dans cette catégorie Serious Gaming n'est donc pas sérieux, donc pas intéressant, donc pas enrichissant et Je pense pas franchement que le serious gaming, que le serious game peut vraiment permettre aura cet effet-là de décrédibiliser, si on peut dire, le jeu vidéo qu'on peut appeler le jeu vidéo tout court. Pour moi, le serious game, vraiment, de nos jours, c'est vraiment une nouvelle manière d'appeler les techniques simplement du jeu vidéo. C'est le jeu vidéo en fait éducatif, on l'a bien vu. Alors c'est vrai que je n'ai pas cité des exemples plus anciens. Mais par exemple dans les années 90, vous avez sûrement entendu parler de la gamme AVI, qui étaient des jeux éducatifs. À cette époque-là, les gens utilisaient les jeux effectivement pour le ludo-éducatif. C'est comme ça qu'on l'appelait justement, le ludo-éducatif. Le serious game, c'est une nouvelle appellation en fait, et c'est un agrandissement, si on peut dire aussi, de la sphère ludo-éducative à d'autres domaines qu'on a pu le voir. Mais je ne pense pas que le serious game décrédibilise en fait, les jeux vidéo. Non, je ne pense pas qu'il y a des effets, si on peut dire, les gens qui jouent au serious game ne peuvent pas se dire, voilà à quoi ressemble le jeu vidéo. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui pensent comme ça. Je ne pense pas que ça peut dénigrer le jeu vidéo. Oui. Est-ce qu'il
qu'il existe une estimation de la part de marché concernant le jeu sérieux vis-à-vis du jeu classique. Alors, il y a des chiffres qui circulent. Alors, je crois que Alors, le problème, c'est que j'ai un chiffre en tête, celui du jeu vidéo mondial, qui est évalué, je crois, 70 milliards de dollars, il me semble, pour l'année 2012. C'est assez conséquent. Et à côté de ça, j'ai effectivement un chiffre français du jeu sérieux, dont le marché est évalué actuellement, grosso modo, à 200 millions d'euros. C'était pour 2012. Donc le problème, c'est que c'est une statistique mondiale avec le statistique français. Donc du coup, effectivement, c'est difficile de quantifier pour l'instant. Néanmoins, ce qu'on peut... Alors des chiffres directement, c'est dur comme ça de voir ça, parce qu'il n'y a pas vraiment encore d'études sur ce côté-là. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de voir quand même la considération du jeu sérieux, bien qu'il soit souvent en fait plus, entre guillemets, moins divertissant, moins fun que le jeu vidéo traditionnel. C'est intéressant de voir comme quoi le jeu sérieux, en fait, sur par exemple des agendas de l'Agence française du jeu vidéo, eh bien, les conférences de jeux sérieux maintenant commencent à être répertoriées. Donc, par exemple à Paris, les grandes conférences de jeux sérieux, les grands événements du Serious Game, comme par exemple les e-Virtuose, donc qui ont lieu à Valenciennes, sont répertoriés sur les agendas du jeu vidéo. Donc on voit que le jeu vidéo commence à tenir compte vraiment du jeu sérieux. D'autres questions? Je ne voyais pas. Juste pour avoir une idée, les temps de développement des jeux sérieux, par exemple, je ne sais pas, pour les Éonautes ou pour l'Advergame, par exemple, c'est quoi? Alors c'est justement très variable. Pour les Éonautes, par exemple, il y a plusieurs facteurs en fait qui permettent de déterminer le temps de développement. Pour les Éonautes, on s'est donc basé sur une technologie en 2D, qui est entre guillemets assez simple à maîtriser. Enfin, nous-mêmes en interne, on l'a maîtrisé assez bien pour pouvoir implémenter le jeu. Par contre, il y a beaucoup de contenu, il y en a pour 22 heures de jeu nouvelles, hein, donc si vous jouez au jeu d'une traite, vous en avez pour 20 heures de jeu, ce qui est assez conséquent quand même pour un jeu sérieux. Donc c'est principalement là, effectivement, que le temps a été pris pour les Éonautes, la rédaction vraiment du scénario, l'adéquation avec le cadre européen des langues. On a donc été une équipe de 5 personnes pendant 1 an, et on a donc, les Éonautes ont coûté un budget donc, de 192 000 euros. Donc c'est un budget assez conséquent, puisqu'il y a beaucoup de temps de jeu. Pour l'exemple de Merlin, justement, on était donc sur un temps de jeu beaucoup plus court, on est sur une trentaine de minutes de jeu, le but est de présenter la pièce, de vraiment faire l'événementiel. Durant la démonstration, vous avez peut-être vu le premier écran, il y a 3 volets différents en fait, puisque chaque volet a été livré à une semaine d'intervalle pour faire revenir les joueurs. Donc le jeu étant beaucoup plus court et beaucoup plus simple, on est sur des budgets qui tournent plus aux alentours de 20 000 euros. Donc Merlin, effectivement, il me semble à coûter 18 300 euros. Et Vive l'Europe en Alsace, par exemple? Vivre l'Europe en Alsace, on est sur un Serious Game qui se rend beaucoup plus déjà vers un temps de jeu qui est sur celui des Éonautes. Donc probablement un budget effectivement plus aux alentours de 100 euros. Le TLM, le ORPG, je suppose que c'est un peu un prototype. C'était un prototype et effectivement, moi il y avait un grand investissement pour TLM effectivement lié au moteur de MMO effectivement en ligne, si on peut dire, le fait que les joueurs puissent se connecter. Dans la version, donc pour l'instant là actuellement c'est toujours un prototype, c'est difficile d'évaluer le jeu. Pour la version globale par contre du jeu, effectivement avec tous ces tableaux de jeu, on avait une équipe quand même de 15 personnes qui travaillaient dessus pendant 2 ans, on était donc à du 2 000 euros. Pour la version vraiment globale, il y aurait effectivement coûté 2 000 euros. Des gros investissements, mais là c'est pour au moins une centaine d'heures de jeu minimum. Enfin, c'est vraiment le but est vraiment de créer un jeu dans la même veine que par exemple le jeu vidéo en ligne Dofus, qui donc est assez similaire de par son utilisation de Flash donc pour créer un univers de jeu. De ce côté-là, on a effectivement une soixantaine d'heures de jeu, sans compter tout ce qui est lié effectivement à l'accumulation de ressources, toutes ces choses-là à laquelle vous participez une fois que vous avez terminé la première partie des jeux de type MMO. Oui. Le temps réparti pour les différentes parties de la création du jeu sont vraiment l'un après l'autre, ou en général, par exemple, la narration peut très bien être faite en même temps que la programmation. En général, si on peut dire, la narration, effectivement, l'écriture du scénario, si on peut dire, est quelque chose qui est réalisé vraiment en amont, en fait. C'est quelque chose qui est assez important, puisqu'à partir du scénario,
eh bien, on sait tout ce que les autres pôles en fait, de développement directement doivent réaliser. C'est le pitch de base, enfin, de ce côté-là, on a justement fait une petite infographie, qui est vraiment liée un peu au déroulement du projet, hein, de ce côté-là. Pour nous, dans le déroulement d'un projet, effectivement, on rencontre directement le client, donc avec l'équipe de conception, le chef de projet artistique, accompagné d'un didacticien, donc de quelqu'un vraiment qui connaît le domaine, si on peut dire. Et le but, tout de suite après cette première rencontre, est de directement voir quelle est la forme du jeu, le support, donc vraiment de faire du game design. De ce côté-là, c'est assez en amont qu'on réalise cette phase-là. Donc on fait le game design et on fait des premières ébauches de scénario. Donc c'est pas tout de suite le scénario vraiment dans le détail, mais c'est vraiment effectivement savoir au moins où on va, qu'est-ce qu'on fait, pour justement, eh bien, après, directement déléguer aux équipes artistiques et à l'équipe de programmation pour qu'elles puissent commencer à bosser et justement ils travaillent donc ensemble, si on peut dire en même temps, donc équipe artistique, équipe programmation et l'équipe de conception donc, qui a rencontré le client initialement, elle encadre la production et reporte effectivement, soumet le premier livrable au client, valide, donc en général c'est toujours un premier scénario, ce qu'on appelle un scénario test, qui est validé. Et puis après, eh bien, on a le développement, vraiment la production, si on peut dire, donc les autres scénarios, la totalité des scénarios, qui après mène à la validation d'un second livrable. Donc de ce côté-là, vraiment, on a quand même la narration qui travaille un peu avant, et puis après l'équipe artistique. Donc dans artistique, bien sûr, il y a tout ce qui est le sound designer aussi, souvent, donc c'est souvent quelque chose qu'on oublie, l'aspect audio qui est assez important pour les jeux, la musique aussi, hein, pour l'ambiance, et le pôle programmation, donc qui intègre directement le contenu qui est créé par l'équipe artistique. Bien. Bah, écoutez, il est 6 heures. Je vous remercie de votre attention. Merci.